chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, c'est Mel et Deb sur Radio Grand Lac 92.1. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter dans cette émission Les chaussettes dépareillées, une émission qui est dédiée à la neurodiversité, au profil neuroatypique. Et vu qu'on ne s'est pas vu depuis un moment, on souhaitait avec Deb déjà commencer cette émission en vous souhaitant la meilleure année 2024 possible, donc tous nos meilleurs vœux. Deb, comment ça va ce soir ? Ça va et toi, Mel ? Écoute, ça va très bien. J'ai bien attaqué l'année 2024. J'espère qu'elle va être à la hauteur de ce début d'année. Donc pour rappel, cette émission, vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur Radio Grand Lac et sur Suivez le Zèbre. Je suis Mel Poina, l'auteur et fondatrice du blog et du livre Suivez le Zèbre. Et donc je suis accompagnée dans toutes mes émissions par Déborah qui a créé Illumine ta com, donc une agence de com dans laquelle tu accompagnes tous tes clients sur le bassin aixois, chambérien, annécien. Exactement. Donc le grand bassin des Savoies. Et ce soir, une émission qui nous tenait tout particulièrement à cœur puisqu'on a le plaisir de recevoir Julia Martellato, diététicienne à Aix-les-Bains, diététicienne nutritionniste. Comment ça va Julia ce soir ? Ça va, un peu le stress. Un petit peu stressée, première émission de radio pour toi. Ouais. En tout cas, nous, on est vraiment ravis de t'accueillir. Et on avait à cœur de faire cette émission sur l'alimentation et les profils neuroatypiques. Alors vous pouvez vous dire, mais quel est le rapport ? Pourquoi cette émission ? Eh bien vous verrez que cette émission, en fait, elle a tout son sens. Déjà, de base, l'alimentation, c'est une évidence pour beaucoup de gens. Pourtant, on va pas facilement voir un diététicien. Il y a des, on va dire, des professions paramédicales chez qui on va plus généralement se rendre, ostéopathe, naturopathe. C'est vrai que le diététicien, on a tendance à l'assimiler au régime. Alors c'est vrai qu'en ce début d'année, ça peut être une bonne résolution, mais non, on vous aime comme vous êtes. Alors aimez-vous comme vous êtes. Mais surtout, on va se rendre compte avec toi, Julia, que le diététicien en 2024, il s'éloigne un petit peu du régime comme on l'imaginait précédemment. Et tu vas nous l'expliquer avec tes spécialités. Alors toi, il me semble que tes spécialités, c'est entre autres maladies inflammatoires, maladies chroniques, tout ce qui est troubles du comportement alimentaire et surtout ce qui nous intéresse ce soir, les profils neuroatypiques. C'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, tu fais aussi des rééquilibrages alimentaires parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de régime mais de rééquilibrage alimentaire. Oui, c'est ça. Après, il peut y avoir des régimes pour... on va dire certaines personnes qui en ont vraiment besoin au vu de certaines pathologies, mais c'est vrai que oui, maintenant on parle de rééquilibrage. Oui, il y a plus de régime restrictif. Voilà, c'est ça. On s'est rendu compte que la restriction en fait n'était pas une bonne chose pour le corps. Pas du tout, au contraire. Et du coup, pendant qu'on parle de la diététique, on va en profiter pour faire un petit rappel, puisque donc tu es diététicienne nutritionniste, mais que ce n'est pas la même chose qu'un nutritionniste ou qu'un coach en nutrition. Puisque si j'ai bien fait mes devoirs, en fait, un diététicien nutritionniste est quelqu'un qui est diplômé d'État, donc qui a passé un concours, fait des études. À l'heure actuelle, elles sont de 2 ans. Oui, c'est ça. On peut rappeler que... Oui, c'est ça. On peut être diplômé du coup par le biais du BTS diététique, mais aussi on peut, il me semble, via un DUT, les voies un peu biologiques, enfin ils peuvent y avoir aussi accès. D'accord, donc licence de bio par exemple, il y a des équivalences, on peut faire une passerelle. Ouais, mais on va dire que c'est ça, mais vraiment c'est le BTS diététique. C'est le BTS. Ouais. Et on peut rappeler quand même aussi que c'est le BTS le plus difficile de France. Il me semble que cette année, au niveau des résultats du BTS, je crois avant rattrapage, seulement 47% des gens inscrits au concours ont réussi le concours, moins d'une personne sur 2. Donc tu nous confirmes que c'est un concours qui est très difficile ? Ouais. Après, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais oui, il est pas évident. C'est pas mal de boulot pendant 2 ans. Ouais. Donc dans son cas, en plus, c'est une reconversion professionnelle. Oui. Donc ça, c'est très intéressant. Ça fera l'objet d'ailleurs d'une autre émission, la reconversion professionnelle chez les profils atypiques. Merci beaucoup Julia donc pour cette précision. Alors que les coachs en nutrition, en fait, c'est des formations, c'est ça, de plusieurs mois, mais il n'y a pas de diplôme d'État. Non, c'est tout le monde peut se former et devenir demain coach en nutrition. Il y a pas de diplôme certifiant en fait les compétences que peuvent avoir les diététiciens qui sont les experts en fait de l'alimentation. À côté des médecins nutritionnistes qui, eux, sont médecins et en plus ont une spécialité nutrition. Donc, on conseille plutôt à nos auditeurs de se tourner vers des diététiciens nutritionnistes, même si je suis persuadée que certains coachs en nutrition sont
certainement très très bons dans ce qu'ils font, mais en tout cas pour le diplôme d'État, c'est les diététiciens nutritionnistes. Ça marche. Et du coup alors, Julia, avant de se plonger dans ces profils neuroatypiques, pourquoi avoir un diététicien ? Pourquoi une personne devrait pousser la porte d'un diététicien sans même avoir, j'ai envie de dire, à la base de pathologie ou de problèmes ou de surpoids ? Déjà, le diététicien, il peut vous aider à tout simplement restaurer un état de santé générale. Donc effectivement, par le biais de l'alimentation, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'alimentation peut soutenir ou en tout cas aider certaines pathologies. Et évidemment, le suivi est personnalisé pour chaque patient. Donc en fait, on s'adapte aux besoins, aux antécédents médicaux. Enfin, c'est vraiment à l'environnement. Voilà, on prend tout en compte. Au métier, et c'est pas forcément que pour perdre du poids. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde en fait pourrait consulter un diététicien. Mais bien sûr, et d'ailleurs nous on invite tout le monde à aller voir un diététicien. Et pourquoi en fait Julia, tu n'es pas une inconnue comme chacun de nos invités sur ce plateau, puisque moi j'ai eu le plaisir de travailler avec toi déjà sur Suivez le Zeb, le blog où on a collaboré sur un article alimentation et profil neuroatypique qui fait un carton depuis sa sortie. Donc merci déjà pour tes compétences et ton savoir. Et puis c'est vrai que moi j'ai fait appel aussi à tes services, j'ai la chance d'être suivie au quotidien. Et ce qui change, en tout cas pour ma part, c'est l'énergie. Effectivement, moi, si j'avais 2-3 kilos de moins, pourquoi pas, mais on va dire que je ne suis pas forcément allée te voir pour ça. Je suis surtout, moi, venue te voir par rapport à l'énergie, à la fatigue, parce qu'aujourd'hui, on a des vies qui vont à 100 000 à l'heure. On sait aussi que les nutriments dans les aliments ne sont pas les mêmes qu'il y a 50, 70 ans. Hein. Malheureusement, on perd dans l'alimentation ces nutriments, donc il faut supplémenter, etc. Donc, c'est vrai que moi, je suis venue plutôt pour arriver à gérer mes 2 millions de projets physiquement. Donc moi, l'alimentation, c'est un peu mon booster d'énergie, on va dire, et c'est ce qu'on va voir aussi au fur et à mesure de l'émission. C'est le cas pour beaucoup de profils neuroatypiques, mais sans être neuroatypique, d'avoir une bonne santé et une bonne alimentation, c'est vrai que ça nous garde en forme le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, alors l'alimentation n'est pas un médicament à proprement parler, mais on sait que certains régimes, notamment le régime méditerranéen, est recommandé dans plein de pathologies et même au quotidien pour les gens qui sont de plus en plus sédentaires quand même. Oui, les recommandations aujourd'hui vont sur une alimentation méditerranéenne, tout à fait. Moins riche en graisses saturées, on va plus sur des huiles végétales, des viandes, des poissons blancs. Enfin, on est sur des choses moins lipidiques, on va dire, mais variées, équilibrées. Donc c'est vrai que quand on pense régime méditerranéen, on va penser à la Grèce, à l'Italie. On évite la choucroute, la raclette. Bon, sinon chez nous on a le droit un petit peu quand même. Donc des choses moins grasses en fait. Après on peut se faire plaisir, c'est la règle quoi, du 80-20, 80% de régime méditerranéen, 20% de raclette. Exactement, surtout chez nous. Mais il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'aliments interdits. Après on peut vraiment tout consommer. C'est vraiment l'idée. C'est une histoire d'équilibre. Exactement. Tout est une question de quantité, d'équilibre, de fréquence. En mangeant tout, varié, équilibré, on devrait tous être en bonne santé. Merci. Ça aurait presque pu être la conclusion de cette émission. En tout cas, si vous nous rejoignez, bienvenue à vous qui nous écoutez. Je suis donc avec la solaire Déborah comme d'hab. C'est vraiment toujours un plaisir d'être avec toi, Deb, sur cette émission. Et Julia Martellato, notre diététicienne nutritionniste installée sur Aix-les-Bains, qui va nous accompagner donc tout au long de cette émission sur l'alimentation et les profils neuroatypiques. Deb, on sait que tu es hypersensible. Comment, toi, tu gères ton alimentation au quotidien ? C'est quoi ton rapport à l'alimentaire ? Et en tant qu'hypersensible, l'alimentation a quel impact dans ta vie ? Alors moi, c'est compliqué parce que l'alimentation, je sais que tout ce que je vais ingérer, ça va forcément avoir un impact sur mon corps, sur mes émotions, etc., etc. Donc si par exemple je bois trop de café mais que je ne mange pas, je peux devenir une pile et devenir très irritable parce que je n'aurais pas mangé. Et la faim a un impact énorme sur moi, sur mes ressentis. Sur l'irritabilité aussi ? Oui. Tu serais capable de manger un de tes élèves, tu veux dire ? Non, j'irai pas jusque-là, mais presque. D'accord. Et puis après, en soi, j'essaye quand même de manger assez équilibré. Moi, je sais que j'ai été quand même éduquée dans les Bauges.
Donc j'avais des jardins, des légumes tout frais qui sortaient du jardin. Donc j'ai l'habitude d'avoir des bons produits en fait dans l'assiette. Et bio du coup. Exactement. Mais du coup le problème c'est que je suis assez difficile et maintenant de se nourrir en ville sans jardin, ça devient vite compliqué parce que les légumes surgelés, forcément je trouve que ça a pas la même texture, ça a pas la même odeur, ça a pas le même goût. Pareil pour ceux en boîte, c'est assez difficile. Du coup, ça va que j'ai des parents qui sont adorables et qui me donnent des sacs de. Ouais, chaque fois que tu repars du week-end, t'as ton petit sac potager à toi. C'est la ferme à la maison en fait. C'est ça. Donc ça c'est génial, mais je sais que ça a vraiment un gros impact. Donc j'essaye quand même de manger assez équilibré, de faire attention. Mais j'avoue que c'est pas tous les jours facile parce que comme tu le disais, on est dans des vies à 100 à l'heure. Et j'ai pas forcément le temps de manger sainement tous les jours. Donc il y a des fois, je me fais un bol de nouilles chinoises d'1 minute ou une soupe en sachet à l'arrache. Mais j'essaye de le faire le moins possible, Julia. Ne me regarde pas comme ça. Non, mais c'est vrai qu'en plus, notre société, même au-delà du fait de bien manger, on va à 1000 à l'heure. Et puis la société a créé, entre guillemets, des business models avec les Uber Eats, les choses comme ça, la vente à emporter, la livraison, les fast-food qui portent très bien leur nom, hein, c'est manger rapidement. Voilà, c'est vrai qu'on a un style de vie où on peut vite être embarqué dans ce tournis. Le matin, j'ai oublié de faire mon petit tupperware. Du coup, je vais au truc d'à côté. C'est ça. J'imagine, Julia, que les fast-food ou après, certains restaurants font de la qualité, etc. Mais il y a peut-être plus de sel, plus de sauce que quand on cuisine à la maison. Oui, c'est ça le risque, effectivement, d'avoir plus de les sels cachés. Vraiment, c'est un peu le. Notamment dans les plats tout faits. Les plats tout faits, bien sûr. Deb nous parle des nouilles, par exemple. C'est un des risques, un peu de sucre, un peu de sel. Exactement. Et après, tous les additifs, les colorants, où l'on sait justement. En tout cas, il y a des études sur l'hyperactivité. Donc TDAH, par exemple, si on parle de profil neuroatypique, colorant alimentaire à bannir. Donc c'est en cours d'études, c'est-à-dire que en fait, on se rend compte que l'alimentation, les bienfaits ou au contraire les pathologies, je pense notamment au diabète de type 2 qui touche de plus en plus d'enfants. Ça veut dire que ces pathologies-là, finalement, les études sont très récentes, voire même sont en train d'être faites. Donc on a des pistes, on a des intuitions au niveau médical, paramédical, mais on n'a pas assez de recul sur des échantillons de personnes pour savoir quel est l'impact. Bon, on imagine qu'effectivement les colorants alimentaires, les additifs, ça a déjà été prouvé que ça a un impact assez négatif tout à fait. Chez les gens. Ça. Après, dans les études là où il faut approfondir, c'est dans les études sur les profils neuroatypiques particulièrement, c'est ça qui ont cette particularité. D'accord, donc ça c'est vraiment intéressant. Du coup, Deb, est-ce que toi tu as des routines alimentaires par rapport à l'hypersensibilité ou c'est encore en mode freestyle et justement tu vas profiter des conseils de Julia pour te rapprocher d'un diététicien et trouver peut-être de la routine aussi dans les repas, dans les menus, dans les aliments? Je vais totalement profiter des conseils de Julia. Non, mais le problème, en fait, c'est que après, moi, je sais que je mange mes émotions et vu que je suis hypersensible. Non, mais je mange mes émotions. C'est énorme. Mais si je suis très stressée, soit je vais pas du tout manger. Ok. Soit je vais faire une crise de boulimie, mais sans nom. Et des fois, je mange et je ne m'arrête pas. Et mon conjoint me regarde manger et me dit, mais là, tu vas plus avoir faim. Et le soir, je remange. 2 heures après, je mange mon assiette normale, etc. Mais je suis Mais à ce moment-là, en crise. Okay. C'est un enfer. Et du coup, j'essaye de pas acheter tout ce qui est gâteau tout prêt, même les chips, faut que j'arrête parce que ça, c'est le genre de truc où je me jette dessus, je finis le paquet alors qu'il est 18h, quoi. Si tu l'as à la maison dans le placard. C'est ça. Et du coup, j'essaye d'éviter ce genre de choses et de justement bloquer en fait l'envie en me disant de toute façon, j'ai pas. Donc le problème, il est réglé, tu vas pas manger, au pire tu vas manger une mandarine et ce sera très bien comme ça. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, si j'ai une grosse journée, que ça dépend après, mais si je suis fatiguée, que j'ai été stressée, que je me demande pourquoi telle personne m'a répondu comme ça et tatati et tatata et que ça fait tout le circuit dans ma tête, tout de suite je peux faire une crise et foncer dans mon placard, quoi. Ouais, et puis ce qui est difficile, j'ai un petit peu les mêmes problématiques, même si moi je suis pas sur l'hypersensibilité, je vais être sur le HPI, mais surtout couplé avec un TDAH, et ça chez le TDAH c'est assez fatal. Pareil que toi, quand j'ai une grosse journée, notamment les journées de cours, on enseigne toutes les deux, quand on passe 7 heures dans une salle avec les jeunes, c'est vrai que tu rentres à 17 heures, tu mangerais n'importe quoi, et on est plus attiré aussi quand même par des choses, pas par la mandarine de prime abord. Et je suis d'accord avec toi que il y a même une forme de frustration quand il y a que la mandarine, parce qu'au bout d'un moment on commence à se connaître, on sait évidemment qu'il faut éviter les madeleines, le petit goûter qui fait plaisir, et en fait quand on l'a pas la madeleine,
et qu'on doit se rabattre sur la mandarine, c'est un peu difficile. Julia, je te vois approuver. Est-ce que ça peut s'expliquer, ce besoin, alors pour les personnes neuroatypiques, mais j'imagine que certaines personnes, entre guillemets, qui ne sont pas neuroatypiques, mais plutôt neurotypiques, donc qui n'ont pas ce fonctionnement cérébral différent, qui n'ont pas de TND, du trouble du neurodéveloppement, peuvent avoir aussi ce besoin à 16h30, à 17h. En plus, on a mangé il y a déjà 3, 4, 5 heures. On arrive en fin de journée de boulot, 17h, 17h30, 18h. Et est-ce que du coup, l'espèce de goûter du 18h est quelque chose d'assez classique ? Classique, c'est-à-dire des personnes chez qui tout ressentent... le monde, ou est-ce que chez les profils neuroatypiques, toi tu repères quand même que les profils neuroatypiques, ils ont un rapport à l'alimentation, ou encore une fois, ça vient combler presque quelque chose, quoi, quelque chose qui est pas naturel presque dans le cerveau, quoi, comme si tu l'as dit d'ailleurs, Deb, comme si c'était compulsif, presque comme un TCA en fait, presque comme un trouble du comportement alimentaire. Après c'est ça, faut essayer de voir si après derrière il n'y a pas un trouble du comportement alimentaire effectivement, mais oui c'est assez courant quand même que les profils neuroatypiques ont cette fringale quoi, soit en fin de matinée, soit à 16-17 heures parce que soit les deux effectivement parce que aussi plus de consommation d'énergie, donc ont plus faim quoi, donc oui c'est lié. Donc en fait le fait d'être neuroatypique, et c'est ce vers quoi tendent les études aujourd'hui, il y aurait en fait cette énergie. Mais on va pas se mentir, une personne HPI, moi je donne toujours l'exemple de la Ferrari. En fait, c'est un cerveau qui va avoir plus de puissance. Donc comme un moteur d'une Ferrari aura plus de puissance qu'une voiture dans la norme, d'accord ? Donc ce cerveau, par exemple, du HPI, lui, il va avoir besoin de carburant parce qu'il carbure à son allure. Lui, il va à son rythme. En général, il va vite. Donc, du coup, ça consomme. Et petite fringale à 11h, petite fringale à 17h. Chez le TDAH, ça va être le besoin d'activation du cerveau de la récompense, par exemple. Mais pareil, déficit d'inattention, on va puiser dans les ressources, on va puiser parce qu'on a ce déficit de l'attention. Et au bout d'un moment, à force de puiser, fatigue et puis faim. Aussi. Oui, c'est normal. Oui. Et puis le carburant, le premier carburant, ce sont les glucides, donc forcément. Donc ça joue sur la fatigue. Après, tout est une question aussi de savoir s'il y a un équilibre déjà sur la journée au niveau des apports alimentaires. Et donc exactement. C'est là que tu interviens. D'accord. Donc toi, en fonction du profil, donc par exemple Déborah n'a pas le même profil que moi, même si on a toutes les deux ce petit besoin à 11h d'avoir la petite mandarine, la petite pomme ou la petite madeleine, beaucoup de café dans mon cas, beaucoup de café dans ton cas, pas très très recommandé. Ça pas trop. Pas recommandé. Du coup, tu vas faire un bilan personnalisé à Déborah, voir son environnement de travail personnel, son éducation. Elle nous parlait tout à l'heure qu'elle avait l'habitude de grandir en mangeant bien, en mangeant sain, par exemple, donc en prenant le temps de manger. T'as dit que t'avais les conserves, pas trop ton délire. Les surgelés, un peu mieux au niveau vitamines et nutriments, non ? Oui, c'est il y a une bonne conservation des minéraux, des vitamines. Oui. Dans les surgelés, mieux que dans les conserves, du coup ? Le problème des conserves, c'est qu'il y a forcément un liquide et qui est souvent très salé, donc on conseille de bien rincer vos aliments. On met pas la boîte directement dans la poêle, quoi, ou dans la casserole. Et non, le surgelé est une très bonne alternative au frais. Donc toi, en tant que diététicienne, nutritionniste, tu recommanderais beaucoup plus le surgelé que la boîte à choisir ? Franchement, ouais. D'accord, ok. Donc on va plus sur le surgelé. Mais ce qui est intéressant, parce que souvent ces profils neuroatypiques aussi, il y a la procrastination qui rentre en compte, et des fois on a aussi la flemme. Et là, pareil, on parle des profils neuroatypiques, mais je pense que des fois tout le monde a la flemme. Donc on va là se rabattre sur le fast-food ou la petite commande de pizza, même si on adore nos commerçants restaurateurs et pizzaiolo, mais c'est vrai qu'on va avoir cette tendance-là, alors finalement, les petits haricots surgelés, les petits pois surgelés, ça fait le taf. Oui. Après, il faut veiller à que ce soit bien l'aliment brut, quoi, que ce soit pas cuisiné, transformé. Voilà, transformé, parce que c'est toujours pareil, risque de sel, de sucre, le plus brut possible, vraiment. D'accord. C'est mieux.
Et ça, on regarde derrière, on regarde les indices A, B, C, D, E, ces fameuses lettres mises en place par le gouvernement. C'est des choses qu'il faut qu'on regarde. Oui. Oui, oui, regardez-le. Oui, donc on peut s'y fier. Oui, c'est pas juste, ils nous ont pas mis des lettres comme ça pour se dire ouais, elle en fait un effort pour la société, pour vous aider à manger mieux, 5 fruits et légumes. Il y a vraiment, c'est vrai quoi. Ce que je veux dire, quand les marques l'annoncent sur leur packaging, ils sont obligés de respecter les normes imposées par l'État. Oui, c'est sûr qu'on recommande les aliments au Nutri-Score A et B. Effectivement, ouais. Après, là, ils sont en train, il me semble qu'ils l'ont revu en ce début d'année, parce le Nutri-Score va même intégrer la transformation du produit qui n'était pas le cas jusqu'à présent, effectivement. Donc, d'autres applications le faisaient. Donc, oui, du coup, le score sera d'autant plus efficace. D'accord. Par contre, il faut pas avoir peur. On parlait en off des huiles. Notamment pour le TDAH dans les oméga 3, huile de lin, huile de colza, même huile d'olive dans le régime méditerranéen aussi en ce début d'émission. Ça, j'imagine que l'huile d'olive, on n'est pas un Nutri-Score A. Bah oui. Mais c'est pas parce que certains aliments ont un Nutri-Score dégradé qu'il faut pas les intégrer, notamment dans les matières grasses qui sont quand même hyper essentiel dans l'alimentation, non? Ah oui, les lipides, oui, comme tu le dis, les huiles végétales, forcément, c'est de l'huile, donc ça va être sur du D, mais là, encore une fois, ils sont en train de réévaluer, et ça va être sur du C, je crois, en termes de Nutri-Score. Mais oui, bien sûr, les lipides sont et la matière grasse, c'est de qualité. Voilà, ce que j'appelle moi la matière grasse, ce sont les lipides, et ça, c'est important d'en consommer aussi, qu'on en consomme. Oui. Tout est, en fait, il faut en consommer, mais de bonne qualité. Et effectivement, de varier les huiles, d'avoir des huiles riches en oméga 3, c'est particulièrement intéressant, notamment pour les profils neuroatypiques. Et pour l'huile d'olive, par exemple, tu vas privilégier du pressé De manière générale, sur toutes les huiles, mais oui, effectivement, vaut mieux, quand on peut, des huiles bio, pression à froid. Pression à froid, voilà, c'est ça. Et huile vierge, ouais. Ouais, ok. Ou voire extra vierge. Voire extra vierge, ouais. Merci Julia. On continue après une petite pause musicale à vous parler alimentation, profil neuroatypique et puis le rôle d'un diététicien dans l'accompagnement du bien-être, de la santé au quotidien. Ce sera juste après Aimé Simone, Answer the Night. Radio Grand Lac, votre fenêtre sur la vie locale. 92.1 FM. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, c'est Mel et Deb, les chaussettes dépareillées, votre émission qui décomplexe la neurodiversité. Donc, loin des complexes, on essaie de simplifier ce qu'est la neurodiversité. Alors déjà, qu'est-ce qu'on englobe dans la neurodiversité? Le haut potentiel intellectuel, qui n'est pas un trouble du neurodéveloppement, mais qui a un fonctionnement quand même atypique du cerveau, un peu un cerveau surboosté. Ensuite, on a notre triptyque qu'on adore, le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et quand on entend hyperactivité, il faut aussi inclure la notion d'impulsivité. C'est important parce que souvent on va dire d'enfant ou d'adulte, ah mais lui il est impulsif, et en fait ça peut être de l'hyperactivité. Ensuite on a l'autisme, trouble du spectre autistique. Ça, Julia qui est avec nous, notre diététicienne ce soir, c'est un sujet, l'autisme, où tu es particulièrement renseignée. Oui, j'aime bien recevoir des patients atteints de TSA. Et enfin, le dernier, c'est l'hypersensibilité. Deb, on en parle souvent avec toi puisque tu es hypersensible. Pour ma part, j'ai cette double exceptionnalité du haut potentiel intellectuel et du TDAH. Ce qui fait que j'ai à la fois ce moteur assez puissant, mais avec un réservoir de scooter. Donc souvent, je vais pas bien loin et je me fatigue très vite. Et dans mon quotidien, je vais pas vous mentir, ça peut créer des situations handicapantes. Et c'est vrai que j'ai un rapport à l'alimentation. Moi, l'alimentation, c'est clairement mon carburant. Donc souvent, je le match avec du sport. Pour rappel, en fait, le TDAH, ça mêle on va dire plusieurs choses physiologiques, notamment un déficit de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, Julia. Je veux bien un peu d'aide scientifique. Il me semble que la sérotonine est aussi liée au HPI et au TDAH, et que ces deux neurotransmetteurs sont impliqués dans le fameux circuit de la récompense. Donc un peu ce qui nous rend heureux, ce qui nous déclenche de la joie, du bonheur au quotidien.
Oui, c'est ça. Et la dopamine intervient aussi sur tout ce qui est la motivation. Oui, donc le passage à l'action. Ce qui explique que les personnes souvent TDAH ont une tendance à la procrastination, ont du mal avec les tâches qui les motivent pas trop. Certainement. Ouais, c'est ça. Je te vois rire, on sent que qu'il doit y avoir du TDAH autour de toi. En tout cas, sur la partie procrastination, moi je vous le dis, oui, notamment les tâches administratives, c'est hyper compliqué pour moi. Il y a plein d'autres choses, et c'est vrai que je fais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de projets, et ça crée souvent dans mon quotidien déjà une grande fatigue, une sorte de fatigue chronique. En plus, j'adore le sport, donc je vais avoir cette fatigue, je vais faire du sport. Alors ce qui est bien, parce que sur le coup, ça rebooste, mais alors après le sport, je mets souvent quelques heures à m'en remettre, et malgré mon jeune âge, parfois j'ai l'impression d'avoir le corps d'une personne de 85 ans. D'ailleurs, je suis venue Julia, suivre tes conseils, entre autres pour ça, pour arriver à mieux m'équilibrer énergétiquement, mais aussi à réduire les symptômes de douleurs chroniques et de douleurs inflammatoires, parce que malheureusement je souffre d'arthrite malgré mon âge. Alors je sais pas si c'est lié au fait que je sois HPI, TDAH, que j'ai été diagnostiquée tard aussi. C'est d'ailleurs la volonté qu'on avait avec Déborah de faire cette émission, c'est que les gens soient diagnostiqués plus tôt. Alors pour le HPI, on parle de détection, pour le TDAH, de diagnostic. L'hypersensibilité n'est pas reconnue scientifiquement aujourd'hui comme un TND. Ce serait plus comme le HPI, en fait, on va dire un fonctionnement atypique du cerveau. Mais en tout cas, je pense que plus on est détecté et diagnostiqué tôt, plus justement on peut mettre des choses en place. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai énormément compensé pour arriver à m'intégrer dans une société qui est quand même, surtout dans les années 80, 90, où on devait être un peu dans le moule. Et à force, je pense, d'essayer de rentrer dans ce moule, vous voyez, à force de me contorsionner, mes membres n'ont pas résisté. J'ai développé de l'arthrite sur les chevilles et les poignets. Donc, l'alimentation, pour moi, au-delà même du profil neuroatypique, m'aide à calmer en fait les douleurs inflammatoires. Et justement, je vais aller éviter tout ce qui est aliments qui, moi, m'inflamment. Et les aliments qui m'inflamment le corps ne sont pas les mêmes que d'autres. Donc moi, dans mon cas, c'est la protéine de lait. J'ai identifié que le lait, donc pour la raclette, c'est un peu compliqué. Et rassurez-vous, j'en mange quand même. Mais Julia, tu confirmes qu'en fonction des profils, le terrain inflammatoire, il est différent pour tous, mais qu'aujourd'hui, les patients qui osent un peu pousser ta porte, qui ont des profils neuroatypiques, ont souvent soit des douleurs chroniques, des douleurs inflammatoires. Est-ce que c'est des choses que tu retrouves chez ces profils-là adultes, je parle ? Oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une similitude entre douleurs, qu'elles soient de l'ordre de l'inconfort digestif ou articulaire, et une neuroatypie. C'est vrai que c'est assez récurrent, ouais. Et est-ce qu'il y aurait un lien du coup entre microbiote et cerveau et neuroatypique ? Comment tu l'expliques ça, du coup, ces douleurs par exemple qui peuvent être intestinales ? Moi, je pense clairement que la perméabilité de mon intestin me déclenche de l'arthrite. Alors je suis pas médecin, mais je le ressens en fait. Et pourtant, quand je vois des médecins, médecine interne, pourtant, donc je parle pas forcément juste du médecin généraliste, mais j'ai vu beaucoup de spécialistes. À chaque fois, j'ai ce retour. Bon, c'est pas assez poussé pour que ce soit une pathologie vraiment type polyarthrite rhumatoïde. Mais par contre, mangez bien, faites du sport. Et en fait, les gars, je mange déjà bien et je fais du sport, quoi. Donc, est-ce que j'aurais un lien entre le microbiote et mon cerveau ? Est-ce que c'est quelque chose dans les études que toi tu retrouves généralement sur les profils neuroatypiques et puis ces problèmes de maladies inflammatoires ? Oui. Après, aujourd'hui, le microbiote intestinal est de plus en plus étudié, même très bien. Enfin, on est aux prémices, mais le lien entre microbiote et cerveau n'est plus à démontrer. Donc ça a été démontré ? Oui, bien sûr. On sait que notre microbiote, au sein de notre microbiote, en fait, réside tout un tas de neurones, plus que dans notre cerveau d'ailleurs. On a plus de 100 000 milliards de neurones. Ouais, c'est pour ça qu'on l'appelle le deuxième cerveau. Et il y a des liens, en fait, par ce qu'on appelle le nerf vague, qui permet la communication entre notre microbiote et notre cerveau. Donc tout est lié, en fait. Et effectivement, de plus en plus d'études montrent qu'un microbiote, on va dire,
dégradé, altéré, effectivement, a une conséquence sur la digestion bien sûr, mais aussi sur le stress, sur le cerveau. Il y a des liens, quoi. Il y a un impact. Alors, on ne dit pas que tous les profils neuroatypiques vont être touchés, mais il me semble que justement chez les autistes, qui est un peu ton sujet entre autres de prédilection, même si je sais aussi que tu suis pas mal de personnes hypersensibles, TDAH et HPI et TDAH, HPI autiste, je sais que tu suis déjà beaucoup ces profils-là, mais sur l'autisme, il me semble particulièrement, quand on a coécrit l'article sur Suivez le zèbre, que t'expliquais que le lien entre microbiote et autiste est de plus en plus, entre microbiote et troubles du spectre autistique est de plus en plus étudié. Oui, effectivement, on se rend compte que la prévalence notamment chez les enfants, mais chez les adultes aussi d'ailleurs, il y a pas mal d'enfants qui présentent des troubles gastro-intestinaux, c'est les personnes autistes, donc atteintes de troubles du spectre autistique. Oui, tout à fait. Donc oui, le lien est là, et on sait aussi que chez les enfants autistes, bon nombre de témoignages d'ailleurs en témoignent, il y a une rigidité alimentaire, on sait qu'il y a des troubles pour la prise alimentaire, pas tout le temps, mais c'est quand même souvent. Donc derrière, l'enfant s'expose à des carences nutritionnelles. Enfin, il y a. Oui, et puis chez les autistes, on va dire que l'autisme, c'est la forme de neurodiversité la plus poussée à l'extrême. Deb, quand tu parlais tout à l'heure du café, des matières, des couleurs, il n'est pas étonnant chez les personnes autistes, notamment chez les enfants, qui, certaines matières, c'est même pas la peine, c'est hors de question. Certaines couleurs aussi, Julia, il me semble que les carottes c'est orange. Si une personne atteinte de troubles du spectre autistique, enfin une personne autiste, appelons un chat, n'a pas envie de manger du orange, il ne mangera rien de ce qui est orange. Ouais, c'est toute la complexité avec le spectre autistique, c'est-à-dire que on va avoir soit des enfants qui sont hypersensibles, soit hyposensibles justement. Donc c'est complètement contraire. Donc hypersensibles, c'est-à-dire qu'ils vont être trop sensibles. Ça va être décuplé. Donc c'est-à-dire le moment du repas, par exemple, le bruit va être un problème. Ah oui, donc l'environnement là aussi, tu parles au-delà même de ce qu'ils mangent. Des sens plus le contexte, tout. Il y a vraiment un environnement global à prendre en compte. Et effectivement, par rapport aux sensations, les odeurs, certaines odeurs vont être compliquées, certaines textures, certaines couleurs. À la vision aussi, un aliment qui revient pas. Enfin, c'est donc ça, c'est vraiment sur l'hypersensibilité. Et l'hyposensibilité, justement, c'est la recherche de faire du bruit, d'avoir des aliments qui croustillent, ou de mettre dans la bouche des fois des aliments qui ne sont pas des aliments. D'accord. Donc on mange des trucs qui sont pas mangeables. Ouais, exactement. Okay. Oui, ça c'est assez courant aussi chez les personnes autistes. À 30 voire 40% des enfants. D'accord. Bon, après on a tous mangé de la pâte à modeler Play-Doh, mais ça on le dit pas. Ouais, c'est ça. Mais bon, ou de parler très fort. C'est vraiment sur l'hyposensibilité. C'est vrai que c'est tout l'inverse de l'hypersensibilité, sur la retranscription. D'accord, ce terme, c'est vrai que nous on utilise hypersensible, ultra sensible. Alors c'est vrai que chez les personnes autistes, la multiplication des sens et de l'intensité, elle est folle, même par rapport à une personne déjà hypersensible. Eux, ils sont vraiment sur de l'ultra sensibilité, une intensité qui est énorme. Si je reviens du coup au TDAH, HPI, je suis désolée, je te fais faire des bonds un peu entre toutes les formes de neurodiversité. Mais je reviens par exemple à ce qu'on disait avec Deb tout à l'heure. Nous, on est des accros au café. J'imagine que c'est pas étonnant quand on a une hypersensibilité à un TDAH. Ça t'étonne, cette addiction un peu, ce besoin. Moi, c'est avec le café, c'est encore une fois, si je l'ai pas après un repas, ça va être difficile, Je vais avoir du mal à redémarrer l'après-midi. Pourtant, c'est un excitant. C'est des choses chez les personnes TDAH comme chez les personnes hypersensibles qui sont plutôt déconseillées. C'est ça. Donc il faudrait que tu nous aides à nous à nous sevrer, à nous. Bon, après, ceci dit, une tasse de café, si tout est question d'équilibre. Encore une fois, si vous buvez 3 litres de café, oui, là, il faudra quand même réduire. Une tasse, 2 tasses, acceptable. 2, 3 tasses, je pense que oui, ça reste. Et si on a un intestin par contre irritable, un peu maladie chronique, là, il faut réduire. De suite, en fait, c'est-à-dire que le café, votre intestin va de suite vous le dire, les douleurs vont être là. Donc c'est vrai que de prime abord, vous en consommez moins, Parce que c'est un irritant, c'est ça, le café va irriter un peu la paroi intestinale, l'estomac. Oui, tout comme l'alcool, c'est tout ce qui est excitant, boissons excitantes, alcool, sont à proscrire en cas de vraiment maladie inflammatoire de l'intestin.
Et pour les profils TDAH, c'est vrai que du coup, ça va restimuler du coup une hyperstimulation. Donc sur des TDAH, donc du coup avec hyperactivité, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Bah c'est pas l'idéal, ouais non. D'accord. Donc on évite les excitants. Tu parlais tout à l'heure des colorants alimentaires. On évite tout ce qui est sucre, les bonbons. Voilà, oui, tout ce qui est raffiné, produits industriels, c'est vrai qu'il faut éviter. Après, je veux dire, on n'est pas parfait, hein, donc il faut s'accorder parfois de se dire... le 80-20 ? Ouais. Et du coup, mais faut en tout cas faire attention, et sur des enfants qui présentent, c'est vrai, des symptômes assez importants, réduire au maximum. Il faut réduire au maximum, oui. Je sais que tu es contre l'éviction. On en parle souvent, hormis cas pathologiques avérés. Allergie, intolérance avérée, oui, ça bien sûr. Après. Mais sinon, je sais que tu prônes le manger aussi, savoir se faire plaisir. Ça, je sais que ça fait partie des choses que tu défends en tant que diététicienne, sauf encore une fois en cas extrême. Dave, je crois que tu avais d'ailleurs un peu des questions par rapport à l'hypersensibilité. Je reviendrai sur le TDAH après. En effet. Non, mais par exemple, est-ce que, je sais pas, alors peut-être pas spécifiquement sur les hypersensibles, mais de façon plus générale, est-ce que les neurodivergents, ils vont peut-être être plus sensibles à avoir justement des TCA, des troubles du comportement alimentaire, ou pas? Oui, c'est assez bien étudié, la littérature met en avant notamment TCA et TDAH. On est plus sur de l'obésité, qui est quand même un taux prévalent. L'autisme, on serait plus sur de l'anorexie, mais encore une fois... Donc si j'explique bien, quand tu parles de prévalence, ça veut dire qu'il y aurait plus de personnes qui sont en situation d'obésité chez des TDAH diagnostiqués que dans la population normale, on va dire. C'est ça, parce que au niveau neurobiologique, il y a une concordance en fait, comme avec l'obésité, sur certains récepteurs, sur certains gènes, qui sont en fait communs avec l'obésité. Donc donc dans le quotidien, ça se traduit par une personne qui a un TDAH, par exemple, encore une fois, pour activer ce circuit de la récompense, aller chercher ses neurotransmetteurs, de la dopamine, de la sérotonine, pour compenser aussi, elle va se tourner, s'orienter vers la nourriture. Ouais, c'est ça. Et puis vu qu'il y a ce lien avec l'impulsivité, cette recherche du coup de circuit de la récompense, tout de suite. Il y a le côté, il faut que ça comble instantanément, quoi. Ouais, et puis là-dessus, on se tourne pas sur des brocolis, quoi. En général, c'est quand même plus sur du sucre, du chocolat. Et voilà. Et après, on sait aussi que il y a aussi la sédentarité, malheureusement, qui est aussi la cause aujourd'hui. Les enfants, sur aussi TDAH, visiblement, passent aussi peut-être plus de temps aussi sur les écrans, donc bougent moins. Donc, si à côté il y a aussi des excès de sucre, forcément derrière ça se traduit par de la graisse. Donc là, toi, tu conseilles, j'imagine, le sport, l'activité. Effectivement, oui, de toute manière pour tout le monde, mais d'autant plus. Pour ces profils, oui, l'activité physique. Après, c'est pas forcément du sport, c'est déjà de bouger, rien que de bouger, de marcher. C'est avec déjà on met en mouvement, quoi. Il faut pas rester statique. Corps en mouvement. Ouais, même au sein des cours, hein, c'est vrai que moi j'avais lu une étude où ils expliquaient qu'en fait rester des 1 heure, 2 heures, 3 heures, 3 heures et demie assis sur des chaises. Enfin, je parle dans les études, mais aussi au travail, hein, tous ceux qui sont derrière des ordinateurs, d'au moins se lever, juste faire le geste de se lever, de se rasseoir au moins une fois par heure. Ouais, exactement. Et il y a aussi pas mal d'études là-dessus qui disent que pour des personnes sédentaires, donc on travaille environ 7 à 8 heures assis, il faudrait, pour compenser les comorbidités et les risques de santé, quasiment 1 heure et demie de sport par jour. Ah oui. Donc, bon, on va bosser moins, du coup, parce que. Mais aujourd'hui, voilà, c'est la sédentarité qui est un vrai fléau. Ouais. On bouge moins. Alors Deb, qu'est-ce que tu nous as choisi comme livre cette semaine ? Plein de livres comme d'habitude. on réduit quand même parce qu'une liste de livres, les gens n'ont pas le temps de noter. C'est vrai. Donc, ils n'ont pas le temps de tout lire après entre 2 émissions. Donc t'as raison. Moins mais mieux. Alors pour commencer, on a La nutrition du cerveau, améliorer vos performances, freiner le vieillissement, donc de Max Lugavère. Il est en collaboration avec le docteur Paul Gréval. C'est un livre dans lequel on va trouver beaucoup de ressources et d'informations, mais il reste quand même très accessible.
et compréhensible. On va avoir des conseils et surtout un programme pour optimiser donc le cerveau et justement ralentir ce vieillissement du cerveau. Donc adapté à tous, pas qu'à nos profils atypiques. Exactement. Ok, merci Deb. Ensuite, on a 100 idées pour se sortir d'un trouble alimentaire, donc de Daniel Rigaud. Donc là, on est sur le sujet sur lequel on était juste avant. Ça, en fait, ce livre-là va offrir des réponses complètes et concrètes. Donc ça va vraiment aider. C'est un livre à la fois informatif, on va retrouver vraiment beaucoup de ressources à l'intérieur, mais c'est aussi un livre optimiste. On peut guérir d'un trouble de la conduite alimentaire, je retiens, et il est très facile à lire. Donc ça peut être très intéressant quand soit on est nous-mêmes atteints d'un TCA, ou alors qu'on a un proche atteint d'un TCA. Ensuite, on a Osez manger, libérez-vous du contrôle du docteur Jean-Philippe Zermati. Donc c'est... En fait, au-delà d'avoir beaucoup d'informations à l'intérieur, c'est un livre pareil qui nous aide à guérir, qui nous aide à passer au-delà de nos blocages. Avec une touche d'humour, il va nous expliquer le fonctionnement de notre corps, du lien avec le cerveau, et il nous aide justement à réduire un petit peu ces envies de manger, comme on disait en début d'émission, où à 17h, on pourrait se jeter sur toute la nourriture de l'appartement, et donc à atteindre un point d'équilibre en fait entre le cerveau et l'envie de se nourrir. Ensuite, on a La science de l'alimentation végétale de Fabien Badiriotti et de Léa Lebrun. Donc ça, pour toutes les personnes qui sont flexitariennes, végétariennes, véganes, etc., il est super intéressant. Et donc même si vous n'êtes pas neuroatypique d'ailleurs, mais quand vous êtes neuroatypique, il faut savoir que quand on passe sur une alimentation qui est végétale, flexitarienne, on va avoir peut-être plus facilement des carences et donc avoir un guide qui va nous accompagner et nous aider à trouver une alimentation équilibrée, même en végétal. C'est un livre très très complet, il est très accessible et en fait on va comprendre les besoins de notre corps quand on est végétarien. Et on va retrouver également des cas cliniques à l'intérieur. Donc c'est très complet. En fait, on peut allier ce livre-là avec justement, par exemple, le suivi chez un diététicien nutritionniste. Surtout que Julia, on n'en a pas parlé dans l'émission, mais tu es aussi spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent s'orienter vers une alimentation flexitarienne ou végétale, les aider à prendre ce virage. On voit que la société évolue, qu'on est de plus en plus proche de la nature, en tout cas qu'on se repose peut-être certaines questions par rapport à l'élevage intensif. Bien sûr. Et beaucoup de gens font le choix de l'alimentation flexitarienne ou végétarienne, non pas parce qu'ils n'aiment pas la viande, mais plus par conviction, par valeur. Donc c'est vrai que Julia, toi, tu es aussi capable d'accompagner tes patients sur ce créneau-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on en parle après la pause. Vous êtes sur Radio Grand Lac, la radio pour tous. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, vous qui nous rejoignez. Merci d'être toujours plus nombreux sur Radio Grand Lac, votre radio Aix-les-Bains, Chambéry, le bassin du lac. Deb, comment ça va ce soir ? Ça va toujours et toi, Mel ? Eh ben ça va bien. Ce soir, on a le plaisir d'avoir comme invité Julia Martellato, diététicienne sur Aix-les-Bains, qui est spécialisée dans les profils neuroatypiques, mais aussi les maladies inflammatoires chroniques. Et on en parlait juste avant la pause musicale. Tu es aussi spécialisée, Julia, dans l'alimentation végétale, flexitarienne. Donc tu accompagnes aussi les gens qui le souhaitent à transiter vers cette alimentation-là. Et chez les profils neuroatypiques, il y en a beaucoup, puisque souvent les profils neuroatypiques sont très sensibles à la nature, à l'environnement, aux animaux, qui sont souvent leurs meilleurs amis dans leur vie. Donc c'est vrai que c'est en lien finalement. On a vu avant la pause que ces profils atypiques pouvaient avoir des douleurs chroniques, des douleurs inflammatoires. Là, on voit qu'ils peuvent être aussi intéressés par passer sur une alimentation flexitarienne ou végétale. Alors, je sais que tu suis aussi des sportifs qui veulent faire, par exemple, un semi-marathon. Donc, je sais que tu n'as pas que des profils atypiques. Mais c'est vrai que finalement, ces profils atypiques, ils regroupent plusieurs... on va dire plusieurs, j'aime pas ce mot de comorbidité que je trouve franchement atroce et horrible, mais on va dire plutôt plusieurs problématiques que tu traites aussi en parallèle sur des profils neurotypiques comme neuroatypiques. Oui, tout à fait.
Donc, oui. Je peux te demander, j'aime bien balancer des petits trucs pour l'émission. Il y a une raison particulière pour ce choix d'accompagnement des profils neuroatypiques ou ça s'est fait assez naturellement parce que tu as toujours eu un peu cette curiosité envers ces profils-là? Oui, j'ai toujours eu, c'est vrai, j'ai toujours eu de la curiosité et puis c'est tellement passionnant d'essayer de comprendre un peu comment ça se passe dans leur tête et c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc raison un peu inconnue, je me suis tournée un peu comme ça là-dedans et puis j'ai eu l'occasion de faire aussi mes stages dans une structure où il y avait des enfants avec déficience et autisme. Du coup, ça a confirmé mon choix d'aller dans cet travailler avec eux, d'organiser des ateliers pour eux. Oui, tout à fait. Ouais. Et on parlait du coup des troubles de la conduite alimentaire. Tu nous as repris avec Déborah. On ne dit plus troubles du comportement alimentaire, mais troubles de la conduite. Donc du coup, on a la boulimie hyperphagique. C'est ça. Et l'anorexie mentale. Et l'anorexie. Donc voilà, les trois là, ce sont, on va dire, des pathologies que tu peux retrouver toi chez ces profils neuroatypiques. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, oui. Et alors, passons au côté positif de cette émission. Toi, quel conseil tu aurais pour les personnes neuroatypiques? Donc, je sais pas, tu veux peut-être commencer par l'hypersensibilité, par le HPI, le TDAH, l'autisme, où je sais que tu as cette vraiment cette, je pourrais dire passion pour le trouble du spectre autistique, mais en tout cas cette appétence vraiment sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des conseils qui sont communs à tous les types de neurodiversité, ou est-ce qu'il y a des choses en fonction de sa neurodiversité, de son neuroatypisme, que tu vas conseiller plus particulièrement? Oui, alors ce qu'il y a de commun, déjà, c'est d'avoir une alimentation variée, équilibrée, quand c'est possible. On le sait, voilà, les enfants autistes, on sait qu'il y a parfois des rigidités alimentaires, donc il y a certaines catégories d'aliments qui sont pas consommés. En fait, l'idée, c'est d'éviter qu'il y ait des carences. Donc, il faut un maximum en fait de variété, manger de saison quand c'est possible, bio aussi quand c'est possible. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est recommandé, c'est quand même notamment recommandé pour éviter tout ce qui est les pesticides. Voilà, oui. C'est mieux. C'est mieux. Oui, on sait que les pesticides sont quand même très impliqués dans le cancer. On va pas se mentir. Voilà. D'accord. Le lien est quand même bien étroit. Après, voilà, c'est d'avoir une routine, on va dire, alimentaire. 3 repas, d'essayer de pas louper de repas, d'y déroger. Même être peut-être sur 4 ou 5 avec les collations. Exactement, ouais, d'avoir des collations équilibrées, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des glucides complexes, une protéine. Quand c'est possible, d'éviter, en fait, encore une fois, les produits industriels riches en sucre. Donc, quand tu parles de glucides complexes, de protéines, est-ce que tu aurais des exemples à nous donner? Par exemple, ça va être un morceau de pain. Bien sûr, faut pas être intolérant au gluten, mais un morceau de pain complet, par exemple, avec un bout de fromage ou du jambon. D'accord. Ça peut être du salé. Les collations salées sont parfois très appréciées des enfants. Ça peut être des fruits oléagineux. Oui, c'est vrai que nous, on les envoie souvent sur le sucré. Dans le cadre d'un enfant TDAH, je bascule de l'autisme au TDAH, tu passerais plutôt sur une collation salée que sucrée? Après, il faut voir si l'enfant adhère, tolère. Voilà, faut tester. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'axer les protéines, on va dire, sur le début de la journée, donc petit déjeuner, collation, voire du matin aussi sur le déjeuner. Donc du midi, c'est vrai que c'est pas mal parce que de toute façon, ça aide à la synthèse des neurotransmetteurs. Donc vaut mieux en fait manger salé le matin. En tout cas qu'il y ait un apport de protéines, c'est vrai que c'est donc comme des œufs, du jambon, ça peut être du fromage blanc, ça peut être des flocons d'avoine, il y a un peu des protéines, ça peut être végétal, mais c'est vrai que c'est mieux d'être sur la protéine. Après ça peut être un yaourt. Et tu parles de carence. Bon, là on parle des enfants. Est-ce que tu penses que supplémenter par des compléments alimentaires, ça peut aider dans le cadre des profils neuroatypiques, et si oui, dans quel cas ça doit être fait? Par exemple, je ne sais pas si les compléments alimentaires peuvent être donnés à des enfants. Dans le cadre des ados et des adultes, c'est quelque chose que tu recommandes déjà? Via l'enquête alimentaire qui sera faite, j'arriverai suite à un bilan. Suite à un bilan, j'arriverai à voir s'il manque ou pas certains nutriments, oligo-éléments. Donc,
si on arrive à y résoudre par l'alimentation, c'est que mieux. Mais effectivement, parfois, il y a des carences avérées, que ce soit en fer, en zinc, en magnésium. Et là, on peut avoir recours par une supplémentation. Mais bon, il faut faire attention du coup au dosage, à la posologie. Il faut que ce soit encadré. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas une que ça n'interfère pas avec des traitements en cours. S'il y a des prises d'antidépresseurs, là je parle plus sur des adultes, donc il faut quand même, c'est une prise en charge globale, faut pas que ce soit fait à l'aveugle. Et sur les enfants, il peut y avoir, oui, notamment sur des carences en fer, parfois, notamment chez les jeunes enfants autistes, il peut y avoir souvent des carences en fer, donc là, c'est calcium aussi. Donc c'est possible de les supplémenter. Oui. Donc ça doit être encadré. Médecin, toi tu travailles avec donc médecin prise de sang. Et la prise de sang peut indiquer justement les carences. Et du coup, ça, c'est le rôle du diététicien. C'est vrai que le médecin généraliste va prescrire la prise de sang. Il y a carence. Un médecin généraliste n'a pas de formation en diététique, nutrition. Hein. Après, un médecin généraliste supplémentera quand même, voyant qu'il y a une grosse carence en calcium, il y aura une supplémentation comme sur de la vitamine D. Donc il y a quand même. Mais après, d'aller en détail sur les magnésiums, sur les oméga 3. Quel type de magnésium, par exemple ? Voilà, c'est ça. Quelle posologie il y a des formes, on sait, qui sont beaucoup plus assimilées et biodisponibles pour notre organisme. Et tolérées aussi, j'imagine. Donc du coup, c'est vrai que ça, un diététicien peut vous aider à y voir un peu plus clair. Oui, puis chez les flexitariens, végétaliens, en fait, il faut savoir que sur les compléments alimentaires, l'enveloppe des compléments, elle est souvent à base de matière animale, alors qu'il existe de plus en plus de compléments, mais il faut les connaître, qui travaillent sur des enveloppes de capsules de base végétale. Oui, il y a de plus en plus maintenant, sans en citer, mais pas mal de laboratoires qui aujourd'hui travaillent sur des compléments alimentaires 100% vegan ou 100% végétarien. Oui. Donc ça peut être aussi le rôle d'un diététicien. Oui, d'orienter. Après, libre à chaque personne de les prendre. Mais c'est vrai que c'est un travail, on va dire, quand c'est possible, en collaboration avec le médecin, pour qu'il y ait un suivi, on va dire. Et ben ça tombe bien, Julia, puisqu'après la dernière pause musicale, musique que d'ailleurs tu as choisie, moi je te propose qu'on parle justement donc du rôle du diététicien dans l'accompagnement, de tes conseils, et puis un peu de cette équipe de praticiens, les gens avec qui potentiellement tu travailles sur ce thème de la neurodiversité. Et puis on se quittera très rapidement puisqu'on rentre dans le dernier quart d'heure de notre émission. Je suis toujours avec Déborah et Julia Martellato, diététicienne sur Aix-les-Bains, mais également en visio pour les gens qui sont dans toute la France. Tu proposes et tu es à mi-temps à l'hôpital aussi en tant que diététicienne. Exactement, oui. Et on se retrouve après la pause. Et Julia, tu nous as choisi comme musique ce soir ? Alors c'est Feel It Still de Portugal The Man. Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour les 10 dernières minutes de cette émission sur l'alimentation et les profils neuroatypiques, la neurodiversité. Je suis toujours accompagnée de Deb. Ça va, Deb ? Toujours là, ça va et toi ? Ça va très bien et on est ravis d'accueillir ce soir Julia Martellato, diététicienne nutritionniste sur Aix-les-Bains. Julia, tu es installée en face de l'hôpital d'Aix-les-Bains, avenue du Grand Port. Oui. Là où tu reçois tes patients en cabinet le mercredi. Oui. Et le jeudi, tu proposes donc des visios pour proposer tes compétences à la France entière, puisqu'on sait que tu es sur des spécialités très très spécifiques. Les profils neuroatypiques, mais aussi les maladies inflammatoires, les maladies chroniques, qui sont souvent des pathologies qu'on retrouve chez ces profils neuroatypiques, l'alimentation flexitarienne, végétale, le rééquilibrage alimentaire. Tu accompagnes pas uniquement les profils neuroatypiques, tu accompagnes aussi toutes les personnes qui ont besoin de toi, et aussi certains sportifs qui préparent par exemple un semi-marathon, un marathon. Donc tu es une diététicienne, on va dire, multi-compétences. Oui, c'est ça. Donc, on parlait juste avant la pause avec toi, Julia, notamment de la micronutrition, parce qu'on peut appeler ça comme ça. C'est ça, hein, les compléments alimentaires, c'est de la micronutrition. Oui, tout à fait. Deb, toi, t'as déjà pris des compléments alimentaires ? Je faisais des carences par exemple en magnésium, en choses comme ça, donc je faisais souvent des petites cures histoire de me remettre bien, mais après en soi
Jamais? Pas spécifiquement, non. Même avec l'hypersensibilité, tu t'es jamais orienté en te disant bon, est-ce qu'il y a des petits suppléments Non, mais ça serait bien et il faudrait que je regarde et que je m'y attarde en fait, que je prenne le temps de... je pense que ça peut être très pertinent. Oui, c'est assez bénéfique. Moi, je peux vous parler de mon expérience. Donc, je suis suivie par Julia. Hein, c'est pas un hasard si elle est là avec nous ce soir. Et je prends notamment moi des oméga 3 pour notamment l'attention. Puis c'est aussi intéressant. Dis-moi si je dis des bêtises sur la partie inflammatoire. Moi, j'ai un peu ces problèmes. Inflammatoire, cardioprotecteur. Ouais, il y a. Donc voilà, vu que quand je fais du sport, j'ai le cœur qui monte à 192, que j'ai les articulations un peu inflammées et qu'en plus j'ai un gros déficit de l'attention, les oméga 3, ça me fait pas de mal. Donc les oméga 3, Julia, aide-moi, on les retrouve dans quoi? Alors, dans les huiles végétales, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, huile de lin, de noix, cameline, voilà, on les retrouve dans pas mal d'huiles. Après, ça va être dans les poissons gras, hareng, maquereau, sardines, thon, saumon, tout à fait. Le saumon, on n'en abuse pas trop, c'est un peu gras. Ouais, mais c'est des bonnes graisses, c'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut en consommer. En abuser. Sans en abuser, mais au moins une fois par semaine, voire 2 pour les profils neuroatypiques. C'est pas dérangeant. D'accord. Il y a d'autres aliments dans lesquels on retrouve les oméga 3? Les fruits oléagineux, donc tout ce qui va être les amandes, fruits à coque, les noix. Noisettes, ce sont des bonnes sources d'oméga 3. Et enfin, on en retrouve dans les œufs, mais il faut bien faire attention qu'ils soient issus de la filière bleu blanc cœur. D'accord, bleu blanc cœur. Ok. Ouais. Du coup, ça certifie qu'en fait, ils ont été enrichis en oméga 3. En fait, parce que ce qui a été donné en... Voilà, les poules, ont été nourries aux graines de lin ou c'est ça, comme ça. Hein. Ouais, c'est souvent le cas. Mais on n'en trouve pas de partout, donc voilà. Ça, c'est des petites recommandations pour essayer d'en avoir, on va dire, de manière... d'en avoir suffisamment, D'accord. de manière quotidienne, quoi. Après, si on en a par l'alimentation, il n'y a pas forcément de nécessité à être supplémenté, mais ça peut quand même être intéressant, on va dire, sur certaines personnes. C'est vrai que moi je vois la différence. Alors après, effet placebo ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai l'impression, encore une fois, d'avoir un peu plus d'énergie, plus d'attention depuis que je prends des oméga 3. Quelque chose qui a très très bien marché aussi pour moi. Alors ça, c'est pas tant lié au fait que je sois TDAH, mais c'est de prendre des probiotiques pour la perméabilité de la paroi intestinale. Et ça, tu parlais de l'humeur, Deb. Moi, j'ai vu direct l'effet. Donc, malgré tout, même si c'est peut-être pas lié au TDAH directement, en tout cas, ça a une influence sur ma santé de manière générale. Et de prendre des probiotiques, donc encadrés, hein, évidemment. Moi, ça, je pense que ça a été le plus gros changement, encore plus que les oméga 3. Vraiment, cette perméabilité zéolite, puisque c'est ça, la molécule qui a... Enfin, c'est pas une molécule, c'est un minéral, hein, le zéolite. J'ai vraiment vu la différence sur la paroi intestinale. Et puis aussi, un complément à base de L-thyroïde, L-tyrosine, je sais jamais comment on dit... Ouais, tyrosine. Ouais, ça m'a vachement aidé aussi dans la digestion, dans l'humeur, dans l'énergie quotidienne. Toi, Julia, en tant que diététicienne, est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux gens qui nous écoutent pour être plus en forme de manière générale par l'alimentation? Alors, je sais que c'est pas évident parce que tu fais que du sur-mesure, dans tes bilans. Mais est-ce qu'il y a quand même des conseils un peu plus généraux Oui, alors quand on parle d'alimentation variée et équilibrée, c'est vrai qu'on parle souvent des antioxydants. Donc en fait, les antioxydants, on en a dans notre organisme et c'est des molécules en fait qui nous permettent de réduire ce qu'on appelle le stress oxydatif, donc qui peut être provoqué par des radicaux libres, et ces radicaux libres peuvent être provoqués par différents on va dire événements ou par l'environnement. Voilà, l'environnement, le tabac, le stress, les métaux lourds par exemple, lourds. Oui, tout à fait. Et puis une alimentation pauvre en fibres, riche en graisses saturées. Enfin, tout ça, c'est agressif pour le corps. En fait, ça agresse le corps. Ouais, et du coup, ça endommage nos cellules
Et du coup, ça procure en fait ce qu'on appelle le vieillissement cellulaire. D'accord. Et du coup, les antioxydants, donc on en a parce que notre corps est très bien fait, mais on peut les apporter aussi par l'alimentation, donc de manière en fait naturelle. Donc on les retrouve dans ce qu'on appelle les caroténoïdes. Donc c'est dans tout ce qu'on retrouve en fait de couleurs, surtout orange, les carottes, voilà, tout ce qui est jaune orangé, quoi, patates douces, vous en avez, les agrumes. Après on a les polyphénols, c'est ce qu'on va retrouver du coup dans les baies. Je trouve ça hyper barbare, c'est non. Polyphénol, alors c'est dans quoi les polyphénols? C'est surtout dans les baies, les fruits rouges, les brocolis, les artichauts. Donc en fait on retrouve dans les fruits et les légumes. La vitamine C, qu'on connaît tous très bien, les poivrons, le persil, les agrumes, le kiwi. Le persil, bah non, oui, tu vois ça, par contre, je savais pas qu'il y avait de la vitamine C dans le persil. Oui, c'est très riche en vitamine C. Après, il y a les vitamines E qu'on a vu tout à l'heure dans les huiles végétales, les fruits oléagineux. Donc on retrouve dans les mêmes endroits que les oméga 3. Exactement. Ok. Oui. En fait, c'est une matrice, un aliment. Il n'y a pas qu'un seul et même nutriment. C'est une somme. C'est une matrice. Ouais, tout à fait. Une matrice alimentaire, vous appelez ça. Oui. D'accord. Voilà, déjà, c'est déjà pas mal en fait d'avoir une assiette. Riche en couleurs. Riche en couleurs, c'est souvent signe de. Riche en éléments, en matrice alimentaire, du coup. Voilà, du coup, les antioxydants, on a parlé des oméga 3. Après, voilà, l'activité physique, de bouger, de bien boire aussi, c'est important. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça de la boisson. On est sponsorisé chez Radio Grand Lac, oui, avec notre très bonne eau d'Aix-les-Bains. Donc 1,5 litre, c'est ça les recommandations? Pour les femmes, pour les hommes, on est plus à 1,9 litre. Ah, les hommes boivent plus alors du coup? Bah ouais, ils sont plus grands et ils ont plus d'eau dans leur corps. Donc du coup, oui, ils ont... Ah, mais en fait, du coup, il y a cette moyenne d'1,5 litre, mais genre quand on fait 1m80 et allez, je sais pas, 70-72 kilos, on n'a pas évité. Mais en fait, ça me semble logique, mais personne nous l'a jamais dit. Donc merci Julia d'être venue à cette émission rien que pour ça. Quand on fait 1m80, on n'a pas les mêmes besoins en eau qu'une personne qui fait 1m60. Et c'est en rapport au poids aussi? C'est par rapport à la dépense énergétique, en fait, ça se calcule. Mais d'accord, en gros, les moyennes, c'est ça. Donc plus les gens dépensent de l'énergie, plus ils doivent boire. Bah ouais, forcément, oui. Donc parce que du coup, on perd de l'eau quand on transpire. Là, avec les chauffages, on perd de l'eau. Quand on respire, on perd de l'eau. Quand on respire, on perd de l'eau, mais c'est dingue. Ok. Du coup, et quand on urine, donc forcément... Pour avoir recharger ça. Exactement. Donc, quand on a un profil neuroatypique, on a des grosses dépenses énergétiques liées au fait que ça fume au niveau cérébral. Il faut boire de l'eau et du coup recharger un peu les batteries. Oui, eau, tisane. Quand on dit boisson, c'est éviter l'alcool. Hein. On n'entend pas l'alcool excitant. Oui, l'alcool n'est pas de l'eau. On le rappelle quand même. Et du coup, ça aide notamment à la concentration. Ça évite les crampes, les douleurs articulaires. Enfin, une mauvaise hydratation. Et entraîne souvent des maux. Hein. D'accord. Et chez les personnes neuroatypiques, on favorise les tisanes plutôt que les thés ou le café, donc qui sont à la fois des excitants caféine, théine. Oui, après, vous buvez votre thé le matin, mais... oui, encore une fois, dans la modération. Sur toute la journée, oui, c'est votre gourde d'eau, ce sera votre meilleur ami. Ok, merci beaucoup Julia d'avoir été ce soir avec nous. Moi j'aime beaucoup ton profil. Ce que j'apprécie avec toi, déjà c'est ta simplicité, ton écoute, et puis c'est surtout que tu travailles dans un écosystème chez les profils neuroatypiques. J'aime beaucoup moi ta vision de la diététique, dans une vision de la santé qui est holistique à 360 degrés. Je sais que tu es recommandé aujourd'hui par des neuropsychologues, donc ça c'est quand même chouette. Que toi-même tu souhaites travailler avec les médecins, toujours en collaboration avec des orthophonistes, ergothérapeutes. Donc voilà, si vous êtes praticien sur notre bassin, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec Julia Martellato si vous ne la connaissiez pas. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été un plaisir d'échanger sur ce sujet qui est tellement vaste que j'ai l'impression qu'on en a à peine parlé finalement. C'est clair. Deb, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois sur cette émission. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur Radio Grand Lac en collaboration avec Suivez le Zèbre. C'était Mel Poina dans l'émission Les Chaussettes Dépareillées. Merci Sandra d'avoir été à la technique avec nous. Pareil, c'est toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés. Merci à tous de nous suivre. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez plus d'informations sur l'alimentation et la neurodiversité, rendez-vous
rendez-vous sur le blog de Suivez le Zèbre dans notre dernier article. Merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine émission sur la neurodiversité. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.